Alors la confiscation de l'or par les gouvernements. Ça sonne un peu comme une vieille histoire, n'est-ce pas? Quelque chose qu'on lirait dans un livre d'histoire. Et pourtant, c'est un sujet qui revient sans cesse sur le tapis. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble, en se basant sur les sources, comment et surtout pourquoi des États ont pu en arriver à prendre l'or de leurs propres citoyens. Pour commencer, cette citation d'Ayn Rand, elle est percutante. Elle met vraiment le doigt sur la tension au cœur de notre sujet. D'un côté, la valeur bien réelle, bien tangible de l'or, et de l'autre, la simple promesse du papier-monnaie émis par un État. C'est une idée à garder en tête pour la suite. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec l'exemple le plus connu, en tout cas aux États-Unis. C'est vraiment celui qui a marqué les esprits et qui sert de référence absolue à chaque fois qu'on parle de ça. On est en 1933. Imaginez le contexte, c'est la Grande Dépression, le chaos économique, le système bancaire est complètement à genoux. Et c'est là, dans ce climat de crise totale, que le président fraîchement élu, Franklin Delano Roosevelt, prend une décision radicale. Une mesure qui va littéralement stupéfier la nation. Un embargo sur l'or. Et là, attention, ce qui est vraiment crucial de comprendre, c'est ce fameux décret, le 602. On ne parle pas d'une simple suggestion, hein. Non, c'était un ordre, un vrai de vrai. Tous les Américains, sans exception, devaient rapporter leurs pièces d'or, leurs lingots, même leurs certificats or directement à la Réserve fédérale. Et pour ceux qui auraient eu l'idée de désobéir, eh bien les peines étaient incroyablement lourdes pour l'époque. Bon, alors, comment ça s'est passé en pratique? Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Étape 1. Les gens sont forcés de rendre leur or. Étape 2. En échange, on leur donne du papier-monnaie à l'ancien taux officiel. Et c'est là que vient le coup de génie, si on peut dire. Étape 3. Une fois que tout l'or est bien au chaud dans les coffres, hop, le gouvernement change les règles du jeu et dévalue massivement le dollar par rapport à l'or. Et le résultat de cette manœuvre? C'est simple. Du jour au lendemain, le gouvernement américain se retrouve avec un profit sur papier de presque 70% sur l'or qu'il vient tout juste de ramasser. Une opération financière gigantesque pour renflouer les caisses de l'État sur le dos de ses citoyens. L'erreur, ce serait de penser que ce qui s'est passé en 1933 est un cas unique, une anomalie de l'histoire. Pas du tout. Comme les sources le démontrent, cet événement s'inscrit en fait dans un schéma bien plus large, et même mondial. Il suffit de jeter un œil à l'histoire. Des États-Unis pendant la guerre de sécession, à l'Australie en 1959, en passant par l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie ou même la Grande-Bretagne dans les années 60. Le constat est assez clair. Quand les gouvernements sont en crise profonde, l'or redevient, étrangement, une cible de choix. Ce qui est absolument fascinant, c'est la manière dont ces confiscations sont souvent vendues à la population. Prenons l'Italie fasciste en 1935. Le discours officiel ne parlait pas de saisie, mais d'un don patriotique. Les femmes étaient carrément encouragées à échanger leurs alliances en or contre une simple bague en acier gravée « de l'or pour la patrie ». La pression sociale devait être immense. Tout ça nous amène progressivement à un véritable tournant. Un moment charnière dans l'histoire de la monnaie où le lien officiel, sacré, entre l'or et l'argent a été définitivement rompu. Si on regarde juste la chronologie américaine, on voit bien une escalade. On commence par des suspensions temporaires de la convertibilité en 1812 et 1861, puis on passe à la confiscation physique, pure et simple, en 1933, jusqu'au coup de grâce final en 1971. Voilà, le point crucial est là. En 1971, c'est terminé. L'or cesse officiellement d'être l'encre du système monétaire international. C'est, sans exagérer, la fin de toute une époque. Cet événement est passé à la postérité sous le nom de choc Nixon. À l'époque, il a été présenté comme une mesure temporaire, juste pour calmer la spéculation. Le truc, c'est que plus de 50 ans plus tard, ce temporaire est toujours là. Le monde est entré de plein pied dans l'ère de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire une monnaie qui n'est plus adossée à rien de physique. Du coup, la question que posent les sources est hyper pertinente. Si l'or n'est plus officiellement de la monnaie, quel est le risque pour celles et ceux qui en possèdent aujourd'hui? Est-ce que le danger a changé de nature? Ce tableau comparatif résume parfaitement la thèse principale du rapport. L'idée, c'est que le risque a muté. Hier, le grand danger, c'était la saisie physique pour remplir les coffres de l'État. Aujourd'hui, la menace serait devenue bien plus subtile. On parlerait plutôt d'intervention sur les marchés pour manipuler et contrôler le prix de l'or. Cette caricature l'illustre très bien. Mais pourquoi un gouvernement voudrait-il contrôler le prix de l'or? Eh bien parce qu'une flambée du prix de l'or, c'est un peu comme un canari dans une mine. C'est un signal d'alarme, un vote de défiance envers la monnaie papier. L'objectif ne serait donc plus de voler l'or lui-même, mais de faire taire le messager. Alors, au final, pourquoi est-ce que toute cette histoire est importante aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit vraiment en retenir d'après cette analyse? La clé du raisonnement, elle est là, dans ces chiffres.
Il faut bien se représenter la situation. En 1933, à peu près 30% de toute la richesse privée des Américains, c'était de l'or. 30%, c'était donc une cible, mais alors énorme, évidente pour un gouvernement qui cherchait désespérément de l'argent. Et aujourd'hui, eh bien, on est tombé à seulement 1%. Un tout petit pourcent. Et voilà la conclusion du rapport. Le point fondamental, c'est que la richesse a changé de visage. L'or n'est tout simplement plus la principale réserve de valeur privée. Donc, logiquement, si les gouvernements se mettaient en tête de vouloir saisir de la richesse, ils regarderaient là où elle se trouve en plus grande quantité. Ce qui nous amène à cette question finale, une question toute simple, mais en même temps vertigineuse. Si, à travers l'histoire, les gouvernements en crise ont toujours fini par cibler la principale réserve de richesse de leurs citoyens, et si aujourd'hui cette réserve n'est plus l'or, alors quelle est la nouvelle cible? C'est une question qui laisse songeur.